Comme d'habitude, nous allons commencer par valider les petits gestes qui nous permettent d'accroître notre visibilité. Cliquez donc sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et partagez massivement cette interview qui portera sur l'actualité brûlante du Congo-Brazzaville que j'ai le plaisir d'aborder avec Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris, président du Front du refus des crimes et des injustices au Congo-Brazzaville, coordonnateur de Convergence 92. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Perrin, comment allez-vous? Ben, je vais bien, merci. Je l'espère bien aussi pour vous. On peut dire que oui, après quelques événements difficiles, mais ça va. Ça va, on est en train de ressortir de ce chagrin-là, mais ça va, ça va. Merci d'être avec nous sur R7. Bonjour et bienvenue aussi à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur R7 et merci pour ce choix qui nous honore et qui nous conforte dans notre activité médiatique. Moi, c'est Christian Perrin. Maître Amédée Ganga, vous suivez certainement l'évolution du débat sur le rapprochement entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda à travers une série d'accords de coopération économique et militaire. Au-delà des concepts juridiques, octroi, concession, cession, autorisation express d'occuper des réserves foncières du Congo par le Rwanda, quelle lecture vous inspire cette nouvelle configuration géopolitique et géostratégique en Afrique centrale? Merci beaucoup, Monsieur Perrin. Je pense que les éléments que vous venez de donner et les accords que vous venez d'indiquer, dans le contexte géopolitique ou géostratégique, doivent nous amener à appréhender un certain nombre de phénomènes. Alors, la première des choses quand même qu'il faut relever, parce que ça fait beaucoup de bruit, et il est nécessaire éventuellement de clarifier cette relation. Et alors, dans cette relation, Monsieur Perrin, la première des choses, c'est de se dire, est-ce que le Rwanda est notre ennemi? Est-ce que véritablement c'est le Rwanda qui est notre ennemi? Qu'il y ait des relations, ça poserait pas de problème, hein, personne ne discuterait là-dessus. D'ailleurs, comme Mais qui dans la... dirait, maître, pendant que vous le dites, c'est juste un rappel. Je crois que c'est le général de Gaulle qui le disait. Les nations n'ont que d'intérêt, ils n'ont pas d'amis. Donc, c'est tout normal qu'un pays puisse passer des accords avec n'importe lequel pourvu qu'il en tire ses, disons, profits. Exactement. Alors là, la problématique aujourd'hui, c'est que ces accords, ainsi que vous le dites, sont en train de poser problème au Congo. Alors, ça pose problème certainement à cause du partenaire qui est en face. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est le partenaire qui est venu vers nous ou c'est nous qui sommes partis vers le partenaire? À partir de ce moment-là, l'appréhension du problème ne serait pas la même. Parce que si c'est nous qui sommes partis vers le Rwanda n'a rien demandé et que nous, on a fait des propositions, le Rwanda, éventuellement, hein, dans les relations, comme vous venez de le rappeler, a pu accepter cette offre de relation. Mais alors, au regard de ce qui se passe, la question se pose de savoir, est-ce que en cela, le Rwanda devient notre ennemi ou bien l'ennemi, c'est notre propre régime? Et vous le savez, le régime criminel qui gère ce pays depuis 1997. Parce qu'en fonction, en fonction du choix que nous faisons, soit nous tapons sur le Rwanda, auquel cas c'est le Rwanda qui est venu vers nous, et donc d'une certaine façon qui pourrait nous agresser, ou bien c'est nous-mêmes qui sommes partis. Alors la question c'est qui a fait rentrer le loup dans la bergerie? Voilà, je crois la vraie problématique c'est celle-là. Moi, de mon point de vue, dans mon interprétation et dans ma vision, ce Oui. n'est pas tant le Rwanda qui est notre ennemi, mais notre ennemi, notre ennemi actuellement, c'est le régime criminel qui s'est installé depuis 1997. Et tout le monde le sait. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne s'agit pas pour nous d'attaquer le Rwanda qui n'a rien demandé, mais plutôt d'attaquer notre régime qui est en train de faire rentrer le loup dans la bergerie au regard de ce que les relations internationales nous montrent avec ce pays-là. Voilà à peu près. Et Oui. en fonction de ça, l'analyse n'est plus la même. Voilà, l'analyse n'est plus la même, évidemment, lorsque vous abordez cela, puisque tout à l'heure nous avons dit, au-delà de l'aspect juridique, bien entendu, des accords qui ont été d'ailleurs
signés en toute opacité, tout le monde le sait, des accords qui violent carrément la constitution actuelle du Congo-Brazzaville, au-delà de tout ce qu'on peut dire de cette constitution. On va plutôt s'intéresser à la nature du régime, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le régime de Denis Sassou Nguesso et son mode opératoire. Probablement que cela va nous permettre de mieux comprendre la crise actuelle, si elle a été créée exprès ou finalement c'est un piège qui s'est retourné contre ceux qui ont voulu piéger les Congolais. Très bien, monsieur Perrin, c'est bien dit. Avant vraiment d'aller au fond, permettez-moi de féliciter le peuple aujourd'hui qui se réveille. Mieux vaut tard que jamais, mais c'est un réveil qui est à féliciter. Et il faut féliciter tout, comme vous d'ailleurs, tout ce que vous faites pour la compréhension de ces accords-là et de tout ce que ça peut avoir comme conséquence qui permettent à ce que le peuple aujourd'hui se lève. Mais pensez-vous que M. Perrin, que M. Sassou à son premier forfait, dans ce cadre-là, il n'est pas son premier forfait. Parlez-nous-en alors. Et oui, M. Perrin, il n'est pas son premier forfait. Les gens donnent l'impression que c'est la première fois que ça arrive. Non, peut-être que de par la nature des relations et par la nature des accords, ça semble faire comprendre à tout le monde que ce serait pour la première fois. Mais il n'est pas dans son premier forfait. Et je vais vous en citer. Pour exemple, prenez le mode opératoire de M. Sassou. Jusque-là, vous comprendrez qu'en réalité, il n'est pas à son premier forfait. Je vous donne le premier exemple. L'affaire du 4 mars. Les gens vont se poser la question, mais c'est quoi l'affaire du 4 mars? L'affaire du 4 mars, c'est les explosions de Mpila. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des morts. Ensuite, M. Sassou a construit sur l'espace où il y avait des habitations. Où sont partis ces habitants-là? Pour certains, certainement enfouis sous terre. Pour d'autres, ils sont partis. Il a réapproprié les biens immeubles d'autrui, donc la terre d'une certaine façon. Pour ceux qui parlent de Makamba Mabele, ben, évidemment, Mpila, qu'on le veuille ou non, c'est la terre. Il y a des gens qui ont vécu là depuis fort longtemps et qui ont perdu cette terre-là. Du fait de quoi? Du fait des crimes commis par M. Sassou. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le premier forfait. Ils ont perdu et la vie et la terre. Donc, M. Sassou procède toujours comme ça, évacuer, éliminer le maximum des gens, les terres deviennent vides et donc sans vie, pour ensuite arriver à l'opération qui est la vente. Au plan interne, si vous prenez la situation du 4 mars, c'est exactement la même chose. Donc, vous êtes en train de dire, maître, qu'il a reconstruit sur cette zone, question d'effacer en fait les traces, c'est ça? Exactement. Donc, le but… Pour effacer la scène du crime. Voilà. Vous avez deux objectifs là-dedans. On efface la scène du crime, il en devient propriétaire et personne ne va demander ce qui se passe. Or, si nous devons saluer à peu près l'initiative du PCT, que je trouve, certainement la démarche est peut-être à féliciter, mais la première des choses qu'il aurait fallu faire, c'est par exemple dans l'affaire du 4 mars. Que sont devenus ces gens-là? Que sont-ils devenus? Et où est passée leur terre? Est-ce que les Congolais, aujourd'hui, avec cette démarche-là, avec l'expression et les explications que je vais donner, vont comprendre que les enjeux de la terre ne commencent pas avec ces accords-là. Les enjeux commencent déjà au plan interne, à l'expropriation par le crime de M. Sassou sur les terres, pour ne prendre que le cas des explosions de Mpila. Et ceci. Et donc, quel est le lien? Quel est le lien qu'on peut faire, pardon, maître? Quel est le lien qu'on peut faire entre les événements du 4 mars et actuellement la problématique sur les terres à concéder ou à céder au Rwanda? Très bien. Le lien maintenant, c'est lequel? À partir du moment où vous avez compris qu'il s'agit de faire disparaître des traces une fois qu'il a récupéré les terres, mais vous pensez que les accords du Rwanda nous amènent à quoi? Les terres qui sont en train d'être vendues donc au Rwanda ont quel but? Je vais vous dire une chose, quelle est la difficulté? Et c'est cela peut-être que les gens ne perçoivent pas, mais notre peuple a bien compris, au-delà de la simple vente en réalité, il s'agit d'une réaction à la relation atavique qui existe entre l'homme et la terre, entre tous ceux qui sont partis et notre terre. Qu'est-ce que je veux dire par là?
en vendant ses terres aux Rwandais. Mais il fait disparaître quoi? Il y a des charniers sur ces terres-là. Il y a des charniers sur ces terres. Il y a des fosses communes sur ces terres-là. Si jamais c'est vendu et que c'est approprié par les Rwandais, êtes-vous sûr, dans la perspective de ce que nous pensons, nous, à travers la révolution par le droit, qu'il faille ouvrir des informations judiciaires? Si cela est fait, est-ce que vous pensez que vous retrouverez encore les charniers? Est-ce que vous retrouverez les fosses communes? Mais je vais encore aller plus loin. Quand je fais la relation entre les explosions de Mpila et tout ce qui s'est passé, mais dans l'affaire de la terre, même si c'est minime, mais prenons ça comme symbolique, est-ce que nous retrouverons le corps de Massamba Deba, par exemple, si ces terres sont vendues? Est-ce que vous comprenez les enjeux? Les enjeux ne sont pas simplement parce qu'il faut vendre, mais il faut faire disparaître toutes les traces susceptibles de montrer que des crimes ont été commis. Et vous voyez bien, et pour faire simple à peu près, M. Perrin, si ces terres-là qu'on est en train de vendre étaient des terres exploitées depuis longtemps, un exemple simple, pourquoi on n'a pas fait l'appel d'offres, par exemple? On aurait pu faire l'appel d'offres interne et l'appel d'offres international pour savoir qui éventuellement peut reprendre ces terres-là. Éventuellement. Pourquoi ils n'ont pas fait? Et on se retrouve avec des accords que nulle personne, hein, en tout cas au regard de ce que je suis en train de voir, je ne pense pas que ces accords-là soient des accords qui soient capables d'être publiés. C'est pour ça que c'est des accords secrets. Si c'est des accords secrets. Pendant que vous le dites, et évidemment, disons ce qui ressort d'ailleurs de la réunion que le PCT a organisée avec le gouvernement Anatole Koliné-Makosso, si on appelait ça comme ça, il ressort tiré, voilà, je mets ça au conditionnel, que finalement, même Anatole Koliné-Makosso lui-même apparemment n'en sait rien des accords, en dehors, voilà, du bruit qu'il fait autour. En tout cas, il n'a peut-être pas la maîtrise de ces accords selon les informations qui nous ont été remontées. Et donc, tout à l'heure, vous étiez en train de dire le choix, en fait, ce que vous étiez en train d'expliquer, pourrait justifier d'ailleurs le choix de ces zones. Pourquoi on a pris le Poul, la Bwenza et le Niari, et vous dites c'est pour faire disparaître les traces. Encore les scènes de crime, c'est ça? Exactement, des scènes de crime, parce que si ces terres sont vendues, plus personne, éventuellement, si des enquêtes doivent être menées, personne ne saura qui éventuellement a été l'auteur des crimes, si jamais on les découvre. Mais ça peut être aussi le moyen de faire en sorte qu'on fasse disparaître toutes ces preuves-là. Et donc, de ce point de vue, ça sous-sortira, sauf comme n'ayant jamais commis des crimes. Mais je peux encore aller plus loin, M. Perrin, sur ces terres. Permettez-moi de vous dire que là, si le peuple se lève sur ces terres-là, parce que des crimes ont été commis, notre peuple est en train d'exposer par là le refus de crimes et des crimes impunis. Mais je peux encore aller plus loin. Mais M. Perrin, imaginez que ces terres soient des terres riches, qui produisent donc la richesse. Que veut nous faire M. Sassou? Nous priver de nos richesses. Mais d'ailleurs, pendant que vous le dites, il y a d'ailleurs une cartographie qui a été réalisée sur les richesses, évidemment, du sous-sol de ces terres. Aujourd'hui, cela existe. La preuve, c'est que vous avez des exploitations, mais je ne sais pas comment appeler ça, et on a vu, hein, des éléments existent, des autorisations d'exploitation de l'or, du diamant et d'autres minéraux bon, qui malheureusement ont été accaparés par la famille Aubapierre. Et cela veut dire qu'il y a beaucoup de richesses là-bas. Et donc, si je vous ai compris, ce qui s'est passé entre 1998 à 2000, qui s'est répété en 2016, entre 2016 et 2018, on parle de génocide, et puisqu'il y a eu évidemment, on a rasé des centaines de villages, on a coupé les arbres fruitiers, probablement pour éviter que les gens y repartent. Est-ce qu'on peut considérer cela comme étant des étapes dans un projet finalement d'occupation de ces zones
pour bien les sûr. raisons que vous venez d'évoquer. Oui, mais bien sûr, Monsieur Perrin, vous le dites avec tellement d'intelligence et de clarté que je n'ai pratiquement rien à ajouter. C'est exactement, l'ambition, c'est celui-là. Parce que sinon, pourquoi avoir, et vous voyez bien que là, il y a le lien avec le 4 mars. On détruit de l'autre côté, on exécute, on fait disparaître des populations et on occupe les terrains. Les terrains deviennent, comme qui dirait en matière de droit, des res nullus, c'est-à-dire des terres sans propriétaire. Et si ces terres deviennent son propriétaire, il devient la propriété de M. Sassou, donc il peut en faire ce qu'il veut. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train de changer. C'est que M. Sassou pensait qu'il pouvait commettre impunément des crimes, pouvait commettre des forfaits et arriver au sommet pour vendre les terres. Des terres qui finalement ne sont plus habitées parce qu'ils sont maintenant sans vie, sans âme qui vivent. Voilà pourquoi le combat actuel sur les accords ne doit pas simplement être un combat lié à la terre, mais un combat lié à deux, c'est-à-dire la vie qui doit être sacrée, et donc la Constitution de 92 consacre cela. La vie humaine, la personne humaine est sacrée, mais la terre aussi, de ce point de vue, conséquemment, devient sacrée. Et c'est ça qui est en train de justifier que le peuple aujourd'hui se lève. Et ils ont bien raison. Nous devons les soutenir, nous devons soutenir notre peuple dans cette perspective-là. Parce qu'il s'agit pour lui, finalement, de faire un remplacement sur ces terres-là. Certains sont en train d'abord de le développer très bien. Si les Rwandais arrivent, voilà. OK? Donc, au-delà, M. Sassou, au-delà de la question des crimes, il veut nous priver de nos richesses. Donc, nous imposer, comme il a déjà eu l'habitude de faire, nous imposer les injustices. Donc, voilà les deux éléments qui concourent à la compréhension de ce que veut faire M. Sassou. Pendant que vous allez évoluer, maître, je rappelle tout de même à nos téléspectateurs ici que le Rwanda qui se rapproche, en fait, le Congo qui se rapproche du Rwanda, nous savons que le Rwanda a passé des accords aussi avec le Royaume-Uni pour le transfert d'abord des migrants. Mais ici, l'accord qui nous intéresse, c'est l'accord passé par le Rwanda et l'Union européenne pour la fourniture de matières premières critiques et stratégiques. Tout le monde sait que le Rwanda n'a pas un sous-sol riche. Où trouvera-t-il Non, ces matières pour fournir l'Union européenne? exactement. Et le Congo, on vient de le dire, il y a une cartographie qui existe déjà pour ceux qui veulent bien sûr savoir les choses. Il suffit de taper sur Google. Aujourd'hui, il y a une carte minérale qui existe où on sait que finalement, dans le Poul, dans la Bwenza et dans le Niari, il y a énormément de richesses. C'est un sous-sol très riche. Est-ce que Brazzaville, j'allais dire le régime Sassou Nguesso se rapprochant du Rwanda, c'est pour manager finalement ce protocole d'accord de fourniture des matières premières Monsieur à l'Union? Perrin, mais c'est cela, ça ne peut pas être autrement. Parce que autrement, qu'est-ce que dans les rapports Rwanda-Congo, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire. Est-ce que vous pensez sérieusement que les Congolais ne savent pas faire l'agriculture? Vous croyez que les Congolais ont entendu le Rwanda pour faire l'agriculture chez nous? Non, il ne faut pas amuser la galerie. Non, M. Perrin, ce qui est très sérieusement, c'est que, comme je le dis, la vente de ces terres concerne et consomme d'abord des milliers de morts sur ces terres-là, et ensuite les richesses, comme vous venez de le dire. Donc, nous priver de ces richesses pour nous imposer d'un côté le crime et de l'autre les injustices. Vous voyez que ça part toujours de cette dualité, M. Perrin. Voilà pourquoi nous refusons les crimes et les injustices. Et le peuple qui est en train de se lever à travers le réseau, à travers toutes les interventions, ils n'ont rien comme but en réalité d'arriver au refus de crimes et des injustices. Et ça, c'est quelque chose que nous devons aujourd'hui encourager parce que nous sommes enfin en train de nous lever et de le dire hautement que finalement, nous ne pouvons plus accepter ça. Et le PCT qui s'est levé doit continuer et poursuivre maintenant, désormais, ainsi que nous l'avons dit, non seulement l'affaire du 4 mars, mais poser la question sur l'affaire de Mariam Gwabi. Nous devons repartir sur ces questions-là, parce que c'est cela. Aujourd'hui, je vous dirais, M. Perrin, si M. Sassou avait été arrêté, si demain on l'arrête, vous êtes sûr que les accords vont encore poser problème? Les accords ne vont plus poser problème. Parce que nous avons celui qui a fait rentrer le loup dans la bergerie, M. Perrin.
C'est lui qui fait rentrer le loup dans la bergerie. Les Congolais ne sont pas partis chercher les Rwandais pour venir faire l'agriculture ou pour exploiter leurs matières premières. Or, vous voyez bien que même le pétrole qu'on a commencé à exploiter depuis fort longtemps, est-ce que le Congolais en jouisse? Mais parce que ce monsieur, en réalité, monsieur Perrin, c'est à se poser la question. Comment est-il possible que ce monsieur puisse rester aussi longtemps alors qu'il ne garantit pas les intérêts congolais? S'il ne garantit pas les intérêts congolais, sommes-nous sûrs que ce monsieur est véritablement un Congolais pour garantir les intérêts étrangers? Donc, c'est un agent de l'étranger. Si c'est un agent de l'étranger, ne soyez pas étonnés que nous arrivons à ce forfait-là. Et comme pendant longtemps, il a cru qu'il pouvait impunément tuer, se croyant détenteur d'un pouvoir d'impuni, il poursuit. Mais là, je pense que le peuple congolais vient de sonner le tocsin de la fin de ce régime, de mon point de vue. Oui, mais maître, lorsque vous parlez d'un agent de l'étranger, évidemment, ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé en juin 1997. On a vu Denis Sassou Nguesso armé, accompagné des mercenaires et des armées étrangères, alors qu'il n'était plus au pouvoir. On se poserait donc la question de savoir où avait-il eu tous ces moyens financiers, matériels, en armes bien entendu, et cette collaboration avec les armées étrangères. Est-ce que c'est pour dire que derrière lui, et qu'il se rapproche encore du Rwanda, c'est toujours cette logique de prédation ou de néocolonialisation derrière, c'est-à-dire des puissances occidentales qui se cacheraient derrière ces personnes ou ben voilà. Bien sûr, M. Perrin, M. Sassou est un agent appointé pour commettre tous les crimes et tous les forfaitures sur le Congo. Ça, ce n'est l'objet d'aucun doute. Mais pour faire la transition avec les accords militaires que le Rwanda vient de signer, est-ce que vous vous rendez compte que ces accords, est-ce qu'on peut créer ou on peut signer des accords? Une fois qu'on a des accords militaires, on signe des accords militaires. Pourquoi? Pourquoi il y a des accords militaires? Et c'est là le problème, M. Perrin. C'est que ces accords-là, vous voyez, ce sont des accords secrets. Pourquoi ces accords doivent être des accords secrets? Mais parce que il y a un autre objectif que je vous dirai tout à l'heure, si nous devons revenir là-dessus. Or, les accords militaires sont soumis aussi bien par la Constitution de 92 que par le chiffon de 2015, ils sont soumis à une procédure. Or, en faisant des accords secrets, la qualité ou la particularité des accords secrets, c'est d'être secret. Donc, quand le PCT vient dire que ces accords sont suspendus ou ces accords sont résiliés, c'est faux. C'est faux. Comment pouvez-vous résilier des accords qui sont des accords secrets? Est-ce que vous comprenez, M. Perrin? On ne peut pas résilier, on ne peut pas annuler les accords qui sont les accords secrets. Si le PCT veut arriver jusqu'au bout, il doit demander que ces accords soient publiés. Et une fois qu'ils sont publiés, qu'ils passent au Parlement et que le Parlement éventuellement saisisse la Cour constitutionnelle pour pouvoir vérifier leur conformité ou non. Or, comme c'est des accords secrets, ces accords n'apparaîtront jamais. Pourquoi? Mais parce que, M. Perrin, on risque de découvrir des choses éminemment graves. Voilà pourquoi nous n'avons plus à nous taire. Contre ce régime, nous n'avons plus le choix que de le faire partir. Parce que si nous nous taisons et si nous disons que nous avons gagné la bataille des accords, c'est faux, nous avons perdu parce que ces accords sont des accords secrets et liés par des accords militaires. S'il y a des accords militaires, Monsieur Perrin, sachez qu'à tout moment, cela va se réveiller et c'est la particularité du monteur qu'est Sassou. Mais pour ces accords, Monsieur Perrin, si vous permettez, pourquoi il y a ces accords? Je pense que très peu de gens arrivent à comprendre ce que sont ces accords au-delà des analyses géopolitiques, géostratégiques. Ce n'est pas vraiment ça. Hein? La vraie chose qu'il faut comprendre, Sassou est venu au pouvoir par quel moyen? Regardez l'histoire. Vérifiez. Il est venu à la suite de plusieurs crimes et de brouillage des pistes de ces crimes. Il s'est imposé
grâce au crime. Donc, à la force animale du crime. Est-ce que quelqu'un va douter là-dessus? Deuxièmement, il est venu en 97 comment? Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc, si son fils doit venir au pouvoir, M. Perrin, tel père, tel fils, dites-moi, par quel moyen il va arriver là? Ça veut dire que lui aussi doit tuer beaucoup plus que son père, alors. M. Perrin, ça va de soi. Ça va de soi. Il ne peut pas arriver au pouvoir puisque son père n'est arrivé au pouvoir que par ces moyens-là. Comment voulez-vous que lui, il arrive autrement au pouvoir? Parce qu'il ne peut pas arriver au pouvoir autrement. Et donc, l'arrivée des Rwandais a pour but éventuellement de mettre le chaos. Et qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, je fais le parallèle. Regardez quand Sassou arrive au pouvoir dans les conditions que je viens d'indiquer, M. Perrin. Qui était Premier ministre? Louis Sylvain Ngoma. Louis Sylvain Ngoma, oui. Comme par hasard, qui est Premier ministre aujourd'hui? Anatole Koulibaly. Il est d'où? Du Kwilu. Louis Sylvain Ngoma était d'où? Du Kwilu. Le premier secrétaire du PCT, c'était qui? Tister Chikaya. Le président de l'Assemblée, Mouissou Poiti. Tister a été même amené à céder ses voix au profit de Sassou. Pour quelle raison? Parce que, disait-il, la situation était militaire. Et les rapports de force n'étaient pas en leur faveur. Qu'est-ce qui va se passer avec Kiki? Puisqu'il est en train d'amener l'armée rwandaise, les rapports de force ne seront pas en faveur de qui? Ils ne seront pas en faveur de Koliné Makosso. Donc, Koliné Makosso va dire quoi? Ah non, laissons, parce que les rapports de force ne sont pas de notre côté. Que dira Mvouba? Mvouba dira la même chose, puisqu'il est de ce côté-là. Ah non, ne faisons rien. Est-ce que vous comprenez? Et que va dire Ngolo, qui est de la partie nord? Il va dire, ben, c'est normal, on laisse les choses en l'état, le pouvoir reste entre les mains de l'enfant. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ça, personne n'a vu ça jusque-là. Mais je vais aller plus loin avec Satima Biala, qui est de l'opposition, soi-disant. C'est cela. Je vais vous donner un élément qui va vous étonner. Quand Sassou trahit Marien Ngouabi et qu'il l'assassine, il a quel poste? Il est ministre de la Défense. D'accord, et de la sécurité. La sécurité, oui. Satima Biala, quand il trahit les Souba, il a quel poste? Ministre de la Défense. Ah, vous croyez que c'est un hasard? Est-ce que vous croyez que c'est un hasard? Donc, Satima Biala va dire la même chose. Les rapports de force sont du côté de Kiki. Et entre-temps, ils ont tué plein de gens pour émouvoir la conscience du peuple congolais encore qui va souffrir. Voilà ce que renferment les accords militaires. Ce n'est pas tant la géopolitique, la géostratégie. C'est d'abord à l'intérieur. D'abord à l'intérieur. Maintenant, si c'est faux ce que je dis, qu'ils publient les accords militaires. Qu'ils publient les accords militaires, que le PCT, tous ceux qui sont au pouvoir, qu'ils demandent la publication des accords militaires. Et donc, maître Amédée Ganga, si je vous ai bien suivi, vous êtes en train de dire que même la position actuelle du PCT, au sortir bien entendu de leur réunion avec le gouvernement Anatole Koliné Makosso, n'est qu'une diversion et que rien n'est gagné. En fait, le PCT joue le jeu, c'est-à-dire une façon de distraire l'opinion publique congolaise et pour après rebondir parce que finalement, ceux qui sont allés signer ces accords, même en catimini, ce sont des membres du Parti congolais du travail. Exactement, M. Perrin. Donc, le PCT aujourd'hui vous donne l'impression qu'il est dans le bon sens. C'est faux. Parce que les accords militaires, il ne les a pas. Et ce n'est pas un organe de l'exécutif. Par quel moyen le PCT peut obliger le gouvernement de publier des accords? Mais pardon, maître Amédée Ganga, même sans avoir une connaissance sur ces accords, et si jamais le PCT exigeait le retrait total, l'annulation de ces accords? Mais avec quelle compétence? Il a quelle compétence pour demander le retrait ou l'annulation? Avec quelle compétence? Ce sont des accords internationaux. Qu'est-ce que le PCT vient faire quoi là-dedans? C'est-à-dire que l'Assemblée peut le faire alors, c'est ça? Pardon? L'Assemblée nationale peut le faire, peut demander, exiger. Il peut exiger, mais comme je vous ai dit, ces accords sont des accords secrets qui n'apparaîtront pas. Sinon, peut-être qu'ils nous feront des faux. Ils vont faire apparaître des faux. Parce que M. Sassou et son fils ne vont pas reculer sur ça.
Parce que c'est très important, ces accords militaires, au regard de ce que je venais de vous dire. C'est très important. Donc, le PCT, au-delà de ce qu'il vient de faire, il n'a pas les moyens de pression sur le gouvernement. Ce n'est pas un organe exécutif. Et il n'y a que le Parlement. Mais vous avez rappelé tout à l'heure Colin Makosso. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous en prenez à moi. Pourquoi vous n'appelez pas Kiki? Il est aussi au bureau politique. Donc, Kiki s'en fout. Il ne fera pas apparaître ces accords militaires. C'est pour ça que le peuple congolais n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de se battre aussi bien pour la vie que pour la terre. En fait, vous êtes en train de dire que Denis Sassou Nguesso et son fils Denis Christian Sassou Nguesso ne reculeront pas devant ces accords, surtout militaires, parce que leur survie en dépend. Et bien sûr, Monsieur Perrin, si tant est que ils avaient le respect de la représentation nationale. Puis ces accords doivent être ratifiés à partir du Parlement. Et les dispositions de 92 qu'ils ont repris en 2015 disent exactement la même chose. Alors pourquoi ils n'ont pas montré ces accords-là? Si tant est qu'ils avaient le respect de la légalité, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et donc là, ils ne le feront pas. Ces accords sont des accords secrets. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans le piège en se disant que le PCT n'a aucune compétence juridique ni politique pour dire que ces accords sont suspendus. Parce que lui-même, il ne les a pas. Est-ce que le PCT a ces accords-là? Ces accords, le PCT... Alors, comment voulez-vous exercer un droit sur quelque chose qui n'existe pas, dont vous ne disposez pas? Vous allez faire comment? Donc, vous êtes en train de dire que finalement, Denis Sassou Nguesso et son fils Denis Christian Sassou Nguesso sont en train de rouler tout le monde, les Congolais, y compris le PCT, et puis bon, voilà, justement pour se maintenir au pouvoir. Et c'est un pouvoir qui est devenu un pouvoir clanique. Et donc, voilà, ils veulent opérer un passage en force et narguer tous les Congolais, y compris son propre parti. Exactement. Parce que pour Sassou, il faut qu'il y ait la politique de la terre brûlée. Il ne peut pas partir sans pour autant qu'il ait la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire? Donc, faire en sorte que, après son départ, c'est le chaos. Pour que son fils arrive par le chaos au pouvoir. C'est tout. C'est ça la signification des accords militaires. Si ce n'est pas le cas, demandez à Christelle de publier ces accords. Parce que les colonies Makosso et les autres, quand ils ont parlé des accords, ils pensaient parler des accords alors qu'ils parlaient que d'accord, l'accord cadre. L'accord cadre n'est qu'un accord préliminaire à partir duquel doivent se conclure d'autres types d'accords qui sont des accords économiques, etc. etc. Et là-dedans, vous avez donc l'accord militaire. Mais le PCT dispose de quelles compétences pour dire que ces accords sont annulés? Or, nous avons là un procès en perspective. Est-ce que le Rwanda va accepter cela? C'est le problème, en fait. Le problème ici, pardon, maître, puisque nous parlons des accords militaires qui jusqu'aujourd'hui, personne n'en a vu, en dehors de Sassou Nguesso et son fils, qui serait d'ailleurs l'initiateur de ces accords. Et après, il faut qu'on nous explique pourquoi est-ce que Denis Christian Sassou Nguesso est allé s'engager dans une affaire qui, finalement, engage tout le Congo-Brazzaville. Alors, ils ont voulu orienter le débat ou l'attention des Congolais vers l'accord sur l'agriculture. Et là, on se posait d'ailleurs la question de se dire, mais le Congo-Brazzaville est visiblement beaucoup plus riche. J'allais dire, le Congo a beaucoup plus de moyens financiers que le Rwanda, on le sait. La preuve, c'est qu'au Congo, on a même dilapidé 26 milliards de dollars américains pour les générations futures, l'équivalent de 7 ans de budget congolais. Il y a 5 dignitaires, ça aussi on venait de l'apprendre, qui ont planqué 9 000 milliards dans les banques chinoises. Donc, c'est plus que la dette congolaise. Et il y a encore, ça aussi il faut le rappeler, c'est toujours important, 6 autres dignitaires de ce même pouvoir, mais qui sont aussi en fonction, qui ont planqué 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. C'est pour dire que le Congo n'a pas de problème d'argent.
Et si l'on parlait de l'agriculture, l'expérience en matière d'agriculture, les Congolais font mieux l'agriculture que les Rwandais. Les Attendez, preuves sont connues, tout le monde peut se rappeler des années où voilà, l'agriculture était florissante au bien sûr, Congo, monsieur. Brazzaville. Alors là, on a voulu orienter, disais-je, l'attention des Congolais sur l'agriculture. On est allé chercher les Rwandais. Mais quelle agriculture en plus? Du ricin. Alors Oui, que les gens ont besoin de l'agriculture vivrière. Du ricin pour faire quoi? Vous avez rappelé tout à l'heure l'argent du pétrole. Les Congolais n'en tirent jamais profit. Ils ne savent même pas par profite. où cela passe. L'argent des minerais est pareil. On l'a cité. On exploite les minerais au Congo, Brazzaville. Et même le bois aussi. Il faut le citer. Tout ça, on n'a jamais vu. Donc, ce n'est pas l'argent du ricin que les Congolais vont voir. Et donc, Exact. vous dites le principal de tout le débat qui a lieu actuellement au Congo-Brazzaville, c'est beaucoup plus en fait les accords militaires qui demeurent secrets. Oui, et c'est ça le vrai objectif. Et donc, tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Vous allez tous de ce côté-là, mais en réalité, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est ailleurs. Et Évidemment, voilà c'est une stratégie de guerre où on oriente d'abord l'attention bien vers sûr, quelque part et les troupes vont on fait la là-bas. diversion. Entre-temps, la cible est ailleurs. On fait la diversion. Faites la diversion. Donc, il ne faut pas que notre peuple aujourd'hui, au point où nous sommes arrivés, qu'ils n'aient pas à se dire nous avons gagné, les accords sont. Non, les accords ne sont pas suspendus, les accords ne sont pas annulés. Le PCT n'a aucune compétence là-dessus. Et le premier des accords qui doivent sortir, c'est des accords militaires. Et la Constitution de 92 le dit expressement, repris par le chiffon de 2015, exactement la même chose. Parce que c'est très sensible. Donc, il faut que le Parlement soit informé de ces accords. Or, ces accords sont pratiquement, comme qui dirait, j'ai un confrère d'ailleurs qui est intervenu là-dessus, qui a dit que c'était un tutu personnel. Donc, c'est des accords au profit exclusivement de M. Kiki. Donc, nous ne sommes plus dans ma Camboya Mabélé, nous sommes dans ma Camboya pouvoir. Que les gens ne se leurrent pas. Mais ce qui peut Nous arriver, sommes. Maître Amédée Ganga, et peut-il arriver que le Rwanda exige finalement au Congo, c'est-à-dire à Brazzaville, de finalement présenter ces accords à l'Assemblée? Ah oui, le Rwanda, oui, comme il est bénéficiaire de ces accords et qu'il souhaite effectivement obtenir ce qu'il a obtenu par rapport à ce contrat, parce que du coup, la faute est à qui? La faute revient au gouvernement congolais qui n'a pas qui n'a pas suivi le processus nécessaire, légal, pour que le Rwanda puisse se retrouver avec des accords en bonne et due forme. Oui, mais le Rwanda aussi risque de se retrouver en erreur si jamais ces accords pouvaient être mis en œuvre sans qu'ils ne passent par le Parlement. Mais bien sûr, parce que du coup, le Rwanda est floué. Le Rwanda est floué. Alors, qu'est-ce que donnerait le procès qu'il pourrait y avoir? Parce que là, si il faut résilier, c'est la résiliation unilatérale. Donc, le Congo sera toujours en faute. Le Congo sera en faute. Mais si vous demandez la résiliation, il faut donc faire apparaître ces accords-là. Or, ce qu'ils ne veulent pas, c'est de faire apparaître ces accords. Voilà pourquoi la perspective qui consiste à dire, ah non, il faut passer par la Cour constitutionnelle et tout et tout. Oui, peut-être. Mais faut-il encore que ces accords apparaissent? Si vous n'avez pas, si vous avez des accords secrets, comme l'est d'ailleurs les accords du franc CFA, qui sont des accords secrets, comment vous allez les amener devant le Parlement? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est secret a cette particularité, cette singularité de rester secret. Donc, la Cour constitutionnelle ne pourrait jamais se prononcer là-dessus. Puisque pour se prononcer, faut-il encore que la Cour ait été mise en place, mise en phase, ou en tout cas en présence de ces accords-là. Mais s'il n'y a pas, la Cour constitutionnelle va faire quoi? Donc, le PCT se fourvoie, si tant est que nous devons être, j'allais dire, gentils dans nos propos. Sinon, le PCT aussi rentre dans le mensonge. Parce que, de toute façon, ce parti-là, c'était un parti majoritaire au crime et opposé à la loi. Le PCT va-t-il changer maintenant? Peut-être s'il veut nous faire la preuve qu'il change. Mais les rapports de force sont tels que Kiki peut refuser de montrer ces accords-là. Et vous lui ferez quoi? Le PCT fera quoi à Kiki? Si Kiki refuse de donner ses accords, il fera quoi? Est-ce que vous voyez la difficulté? Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le peuple ne doit pas se contenter simplement
de croire que ces accords sont annulés, sont ceci. Non. Le forfait est trop grave et ce n'est pas une tentative de forfait qu'il y a là-dedans. C'est un forfait qui a été commis aussi dans le même sens que tous les crimes qu'a eu à commettre Sassou. Nous devrons aujourd'hui enfin nous réveiller pour dire nous refusons ces crimes-là et nous refusons les injustices qui nous sont imposées. Donc, la perspective de la révolution par le droit que j'ai tracé se montre et ça se dévoile avec autant de richesse et autant de clarté qu'est-ce que nous allons donc faire, M. Perrin? Est-ce que nous serons du côté du crime ou du côté de la loi? La perspective et l'alternative est là maintenant. Le peuple vient de se réveiller. Nous devons continuer. Nous devons continuer parce que ces accords-là sont, j'allais dire, le forfait de trop, parce qu'ils nous amènent à vendre, j'allais dire, notre terre, notre territoire. Or, lui, il est appelé à partir. Et donc, il va laisser le Congo dans le chaos. Est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment du sang versé dans ce pays-là pour que nous acceptions encore que ceci arrive? Et donc, de ce point de vue, qu'il s'agisse du PCT, levez-vous pour dire que c'en est trop maintenant, ne supportez plus ce criminel. Qu'il s'agisse de l'armée et la convergence 92 et ASI que je coordonne et dont je suis président, nous avons écrit dans ce sens-là, arrêtez ce monsieur. Si nous manquons encore de l'arrêter, monsieur Perrin, ce qui va arriver sera encore plus grave. Vous entendez? Je ne crois pas trop à ces choses-là, monsieur Perrin, mais il y a des prophéties qui arrivent. Ceux qui entendent des prophéties, ils disent quoi? Qu'il y aura beaucoup de sang. Mais moi, le révolutionnaire par le droit, j'ai dit qu'aucune goutte de sang ne doit tomber, ne doit couler encore sur le peuple, parce qu'il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Et aujourd'hui, on nous amène d'autres personnes, les Rwandais soi-disant, qui viendraient pour n'accomplir que cette œuvre-là. C'est le sens des accords militaires, M. Perrin. Le sens des accords militaires, vous avez dit. Alors là, nous avons vu comment, finalement, pour une fois, parce que le PCT aime jouer sur ce principe où on nous rappelle tout le temps, le chien aboie, la caravane passe, mais cette fois-ci, le chien a aboyé. La caravane s'est quand même arrêtée parce qu'on a vu Anatole Kolinemako prendre l'hélicoptère, faire la ronde. Alors là, on a vraiment constaté que finalement, ces accords-là posent problème. Mais pourquoi cette fois-ci, le PCT s'est agité? Simplement parce qu'il s'est rendu compte que ce débat qui cristallise d'ailleurs, je crois, en fait, cette affaire, ces accords qui cristallisent les débats au Congo-Brazzaville, ont fait de sorte que les Congolais s'unissent encore, pour une fois. Parce qu'avant, ils étaient un peu divisés, comme vous le savez. Et là, donc, le pouvoir de Brazzaville a compris que là, c'en est un piège, oui, finalement, qui semble se refermer contre lui-même. Et donc, il faut le dénouer. Mais une fois qu'ils auraient compris cela, si jamais ils arrivaient à faire passer, de toute façon tout le monde le sait, l'Assemblée nationale au Congo, ce sont des députés nommés et qu'il peut arriver un moment où qu'ils demandent à cette Assemblée, écoutez, au-delà de tout, voilà, approuvez-moi ces accords. Et puis, si jamais l'Assemblée arrivait à ce niveau-là, à approuver ces accords, à ratifier ces accords, et c'est tout le problème, c'est une très bonne question. Monsieur Perrin, c'est une très bonne question. Ça voudrait dire que le peuple doit arrêter le combat. Or, aujourd'hui, nous devons considérer et constater qu'il s'agit d'un forfait de trop. Parce qu'il ne s'arrêtera jamais, dans la perspective que je vous ai indiquée. Vous voyez, ce type-là, monsieur Perrin, pour revenir à 97, il a simplement dit, on est venu m'attaquer. Vous savez ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin de rappeler ça. Tous les Congolais le savent. Aujourd'hui, et c'est ce qui est plus intéressant, ce que vous venez de dire, l'unité qui est en train de se faire au Congo, sur l'affaire du 4 mars, nous devons être unis parce que ceux-là ont perdu aussi leur terrain. Sur l'affaire de tous les crimes qui ont été commis au Congo pendant 40 ans, combien de temps on va garder ce criminel dans nos terres? Et aujourd'hui, au soir de sa vie, il veut livrer notre terre à d'autres pour nous faire la guerre. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, aussi bien les prêtres, j'ai vu comment on les a critiqués, je ne rentrerai pas dans cette critique, mais simplement, faisons
front ensemble en affrontant la vérité. La vérité de l'assassinat du cardinal par Sassou. La vérité de l'assassinat de Marien Ngouabi par Sassou. Le PCT. Et la vérité sur tous ces crimes qui ont été commis de 97 à ce jour. Combien de fois, combien de temps encore? Combien de temps encore? Combien de temps encore? Si je devais m'arrêter là, M. Perrin, combien de temps encore pour que le peuple comprenne qu'on ne peut plus continuer simplement à se battre pour la terre, mais une terre qui n'a pas de vie n'est pas une terre. Nous devons nous battre pour la vie des hommes sur terre. Et c'est le sens de la Constitution de 92. Parce que c'est là, nous devons aller vers 92, qui est le socle que nous avons voulu tous. Parce que c'est là que les droits de créance ont été marbrés. Et si je devais continuer très rapidement, M. Perrin, si vous le permettez. Je vous en prie, oui. Normal que des partis politiques continuent à exister alors que 92 a disparu. La Constitution de 92 qui consacrait les partis, qui consacrait le multiparti, donc qui a donné naissance, qui est le fondement de ce qui a été, de ce qui devait être notre démocratie. Et ces partis existent encore. Quel est le fondement de l'existence de ces partis-là et de ceux qui naissent? Quel est leur fondement? Parce que 92 a disparu. Or, seul 92 donnait le fondement de l'existence de ces partis-là. Qu'il s'agisse de l'UPADES, qu'il s'agisse du MCDD, et j'en passe. Ces partis-là, après 97, devraient rentrer au maquis pour dire « Nous ne devons pas accepter que la Constitution de 92 parte. » Mais voilà, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui encore, ne serait-ce qu'aujourd'hui, ce grand forfait qui est en train d'être fait, mais levons-nous pour ne serait-ce que le bien des enfants qui vont venir, qu'on montre au moins qu'on ne peut plus accepter cela. Et c'est ce que le peuple est en train de faire. Et je ne veux pas que le peuple s'arrête au seul motif que le PCT a dit « Ah oui, les accords sont suspendus. » C'est faux. Les accords ne sont pas suspendus. Le PCT n'a aucun pouvoir ni compétence pour suspendre ces accords-là. Parce que le PCT n'était pas parti aux accords. Est-ce que le Rwanda parle du PCT ou le Rwanda parle du Congo? Mais c'est ce qui est d'ailleurs curieux, Maître Amédée Ganga, lorsque vous rappelez cette rencontre entre le PCT et le gouvernement congolais. Denis Christian Sassou Nguesso fait partie du gouvernement. C'est lui qui a initié ces accords. Avant même, je ne sais pas, bon, c'est d'abord lui, mais ce que nous savons, c'est lui qui a initié ces accords. Curieusement, il était absent à cette réunion, alors qu'on pouvait évidemment le convier aussi à cette réunion. Mais M. Perrin, c'est très bien ce que vous dites. Vous relevez cette absence. Mais parce qu'ils sont fous. Monsieur Perrin, ils sont fous. Et même dans le débat, il est absent. Il n'est plus là. On ne le voit plus. Mais oui. Mais parce qu'ils sont fous du PCT. Ils sont fous du gouvernement. C'est ce qui a permis à son père de se dire aujourd'hui qu'il peut continuer à commettre ses forfaits parce que dans tous les cas, il lui arrivera rien. Et le fils est en train de prendre le même cheminement. Si le fils pensait que finalement ces accords-là, c'est important, il serait parti au bureau politique. Mais lui, il considère qu'il n'a rien à dire au bureau politique du PCT. Parce que le PCT n'est pas un organe exécutif. Pourquoi voulez-vous qu'il se présente devant le PCT? Pourquoi voulez-vous qu'il se présente devant le PCT? Ou peut-être parce qu'il pense que c'est le PCT qui lui fait obstacle aussi pour succéder à son père. Bon, ça, c'est la cuisine interne. Malheureusement, je ne suis pas du PCT, M. Perrin. Je ne saurais vous donner une bonne réponse, une réponse adéquate à ce sujet. Mais simplement, je considère que si c'était quelqu'un de bien éduqué, dans la discipline du parti, dont je ne fais pas partie là-bas, la discipline du parti aurait commandé qu'il se présente. Je pense, mais je peux me tromper. Il s'agira au PCT d'en tirer les conséquences. Maître, nous sommes arrivés à la fin de l'heure. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour conclure cette émission. Oui, mon cher Perrin, merci beaucoup de cette intervention, mais je voulais simplement rappeler deux choses. C'est que le Congo est arrivé à un moment crucial, et ce moment est crucial. Est-ce que nous allons continuer à accepter que les crimes s'imposent à nous, ou plutôt que la loi s'impose à nous? Et parce que le peuple, c'est la loi. Est-ce que finalement, nous serons du côté du crime ou du côté de la loi? Le choix est aussi simple. Et aujourd'hui, le peuple qui vient de se lever vient de le dire, qu'il est du côté de la loi. Qu'il s'agisse de ces accords qui doivent passer devant le Parlement, la violation de la Constitution est la preuve
que le peuple est du côté de la loi. Et quand il s'agit des crimes, des contrats qui ensuite sont secrets et qui sont générateurs du crime en perspective, le peuple a tout à fait raison aujourd'hui de se lever. Donc, peuple, nous devons gagner la guerre de la vie et de la dignité des hommes sur terre avec notre terre. Personne ne doit nous priver de notre terre. Voilà, mon cher Perrin. Oui, maître, vous aimez à rappeler, maître, vous aimez à rappeler que personne ne doit profiter ou tirer profit des crimes de la tierce. Est-ce que là, le Rwanda n'est pas dans cette logique? Nous sommes dans cette logique-là, effectivement, vous faites bien de le rappeler, effectivement. Nul ne doit tirer avantage de ses propres crimes, ni des crimes d'un tiers. Or, monsieur Kiki veut tirer avantage des crimes de son père, et nous ne le permettrons pas, monsieur Perrin. Merci d'avoir rappelé ça. Ça montre bien que vous me suivez quand même, monsieur Perrin. Je vous suis, bien Merci sûr. beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Perrin. Je vous en prie, maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris, d'avoir été encore avec nous sur R7 pour débattre de cette crise aiguë, j'allais dire, une crise majeure. Encore, on va se dire, est-ce qu'elle a été créée exprès ou ben voilà, ou c'est le piège qui se referme contre ceux qui ont voulu piéger les Congolais. En tout cas, merci maître d'avoir été avec nous, d'avoir disposé tout ce temps. Merci beaucoup, c'est plutôt moi. Merci. En Je tout cas, vous en merci. Je vous souhaite un bon week-end et bon dimanche. Merci et je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous allez comprendre que je vais simplement vous rappeler ces petits gestes. C'est très important, voilà pourquoi j'y reviens tout le temps. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et partagez massivement cette émission pour nous aider évidemment à couvrir une large audience. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.